ou en tout cas crânial et retour de crânialisation du bassin, pour réussir à apercevoir sous la pulpe d'un pouce le mouvement relatif de l'iliaque par rapport au sacrum. Pour ça, il faut qu'on ait un petit bout de pulpe disponible pour l'iliaque, un petit bout de pulpe disponible pour le sacrum. D'accord ? Donc on n'est pas que sur les épines, on laisse dépasser les pouces un petit peu à l'intérieur pour sentir le mouvement relatif entre les deux. D'accord ? Et c'est ce mouvement de crânialisation, de caudalisation du bassin qui va faire en sorte que les iliomes vont produire une rotation ventrale à la crânialisation. D'accord ? Donc on a roulement ventral, roulement dorsal, ou retour de mouvement de roulement ventral. Vous vous souvenez que cet axe-là, c'est le test pour explorer la mobilité iliosacrée, celui-là, c'est le test rapide de membre. D'accord ? Le gros écueil, c'est de faire ça. D'accord ? D'essayer de faire un espèce de test bâtard à la con entre les deux pour avoir ni la bonne info ni la mauvaise. Ok ? Hein ? Une fois qu'on a évalué la mobilité ilio-sacrée, on va essayer de percevoir le mouvement du sacrum. Alors une fois qu'on a placé nos pouces en arrière des épines iliaques crânio-dorsales, on va placer les pulpes des index par-dessus les ongles des pouces et on va prendre avec la pulpe des index la place des pulpes du pouce. Et les pulpes des pouces, on va les décaler au niveau des apex, sur les apex. Une fois qu'on a les doigts dans cette disposition-là, on va pouvoir faire un test à 4 doigts du sacrum. Test à 4 doigts du sacrum, on va appuyer dorso-ventralement sur chacune des bases sacrées, alors soit simultanément, soit alternativement, je m'en fiche, pour justifier la ventralisation des bases sacrées. D'accord ? Si on veut dorsaliser les bases, on va appuyer dorso-ventralement sur les apex, de telle sorte que les bases vont se dorsaliser. Okay ? Une base qui se ventralise, qui se dorsalise, on considère qu'elle est mobile. Okay ? La première question que vous devez vous poser quand vous abordez un sacrum, c'est de savoir si on a un hémisacrum qui bouge de façon symétrique, c'est-à-dire autant dans la ventralisation que dans la dorsalisation. Si vous avez un hémisacrum qui bouge et qui a un mouvement, qui produit un mouvement symétrique, vous pouvez déjà occulter toutes les hypothèses de torsion sacrée. D'accord ? Pour mettre en évidence une torsion, il faut que, au moment où vous appuyez sur un pouce ou sur un index, vous ayez le pouce ou l'index opposé qui se manifeste. Ok ? Sans être rare, c'est pas très fréquent. Ouais. Dans cette position-là, vous pouvez tout à fait comparer ce test mécanique à un test d'écoute liquidien. D'accord ? Ça vous permet d'avoir une confirmation ou une autre information sur la mobilité sacrale. Ouais ? Allez. Dans un premier temps, on va déjà se concentrer là-dessus. Vous faites les tests et vous essayez de me dire si vous avez affaire à des sacrums ou à la technique la plus couramment utilisée va être de venir prendre contact en passant votre avant-bras sous le chien avec l'épine iliaque crânio-dorsale opposée à l'endroit où vous vous situez. C'est-à-dire là, en l'occurrence, je suis à gauche, je prends à droite. Et on va venir générer un levier avec la partie distale du fémur. On épuise le mouvement d'extension à la coxo-fémorale et on va arriver à sentir, avec la pulpe des doigts qui dépasse un petit peu médialement à l'épine iliaque, un mouvement relatif entre l'ilium et le sacrum. D'accord ? Chez certains gros, comme ça peut être le cas ici, on va être amené à faire autre chose que juste écouter avec ces doigts-là. C'est-à-dire qu'on peut s'amuser à tracter un peu pour faciliter la technique. Dans quel axe est-il le plus judicieux de chercher à tracter ? Un ilium dorsal à droite. Ouais. Alors ventral, je suis d'accord. Caudal, je suis d'accord. Et... Ça dépend, c'est un cheval. Non, ça dépend rien de. Ça dépend pas de ça. Ça dépend de ça. Ça dépend directement de ça, de la conformation de la sacro-iliaque. Donc on a dit qu'on était caudal, latéral
Pardon, caudale ventrale et donc Latéral. latérale. Ok, si on veut enfiler l'axe du court bras pour ventraliser l'ilium, il faut l'amener latéralement. D'accord? Donc avec les doigts qui crochettent là, si on veut jouer à quelque chose, ça va être de l'amener ventralement, caudalement et légèrement latéralement. D'accord? Cherchez pas à bugner. Voilà, si vous avez un placard coulissant, qui coulisse comme ça, cherchez pas à faire comme ça. Ça ne marche pas. Oui? Tu vas bien, hein? Voilà, elle est dans la boîte. On la refait pas, elle est bonne. Ok? Donc ça on peut faire. Une variante pour les... Ce matin on avait des chiens avec de l'arthrose de hanche. Quand on ne peut pas accéder à la coxo, on fait comment? Levier avec les chiens. Ouais, on fait contre-appui caudal sous l'ischion. D'accord? Donc on va venir sur un levier court. Posez l'ischion sur votre talon de main. Éventuellement, vous voyez là, j'arme mon talon de main quand il y a vraiment du poids sur ma cuisse pour avoir une inertie forte. Et là, c'est cette main-là qui va bosser beaucoup. La main crâniale qui va tirer vraiment la crête iliaque pour la faire basculer ventralement. D'accord? Ouais. Là, c'est toujours le même axe du court-bras. Hein. Codo, ventrolatéral. L'ischium, je le garde fixe. D'accord? Ouais, c'est compliqué d'en faire autre chose. Il faudrait que je puisse, si je voulais jouer avec l'ischion, il faudrait que je puisse jouer dans l'axe du long bras. Donc il faudrait que je l'amène dorsalement, caudalement, et ça je ne vais pas pouvoir faire, et médialement. Donc c'est pas l'idée la plus sympathique. Quand vraiment on a des chiens, des gros chiens avec une coxo qui est valable, on va pouvoir venir stabiliser le fémur du côté où vous êtes, et puis au lieu de passer ventralement, on va pouvoir venir enfiler directement le court-bras en passant par dessus avec le talon de main. Et là, on va être puissant comme il faut. D'accord? Ouais. Alors, c'est pas parce qu'on est puissant qu'il ne faut pas faire attention ni à la coxo, ni à la sensibilité du chien. Ok? Ouais. Sur les tout petits, on peut des fois, je ne vais pas réussir à le faire, mais jouer avec une seule main en faisant contre-appui avec le pouce sur l'ischion. D'accord? Sur les machins comme ça, ou les Yorkshire ou machin, tu fais avec une seule main, puis il y a quelque chose que tu peux faire autre chose. Ouais. Si vous avez affaire à un ilium ventral où vous voulez utiliser une technique indirecte, la mise en tension va se faire de façon sûre. De la partie cervicale haute. Donc la question se posait hier de savoir si on utilisait les points gâchettes que je vous ai montré sur le cheval. Sur les grands chiens, on peut s'en servir. Honnêtement, je m'en sers peu chez le chien. Souvent, vous me posez la question, est-ce qu'on peut les utiliser? J'allais dire tester, puis voyez. Honnêtement, autant dans la consultation cheval, c'est quelque chose que j'utilise très couramment pour tout dire à chaque fois, autant dans la consultation chien, ça peut se transposer, ça peut s'adapter, mais je pense que ce n'est pas forcément indispensable. Alors, en ce qui concerne les principales caractéristiques et difficultés que vous rencontrez chez le chien, c'est souvent déjà dans le diagnostic des lésions. Alors, si on reprend depuis le début, les mâchoires. Hein, donc, les mâchoires, moi, je les teste uniquement en déduction comme ça, à partir de la branche montante de la mandibule. Si éventuellement il faut faire un test à partir de la mâchoire, on va le faire comme ça. Bon, moi je fais rien de différent par rapport à ce que fait Raphaël, je pense. Sur les corrections de mâchoire, je privilégie plutôt chez le chien des techniques myotensives. C'est-à-dire, je ne sais pas ce qu'utilise Esther. Elle dort. J'utilise plutôt donc des techniques myotensives, c'est que je mets en tension dans le sens où ça va bien. D'accord? Voilà. Donc si on a une déduction droite, je vais plutôt avoir tendance à aller accentuer ma déduction droite, hein, en tenant le chanfrein et en mettant en tension ma mâchoire, plutôt qu'à faire un truc. Alors, par contre, ce qu'il faudrait que vous fassiez ce matin, c'est bien vous habituer à faire les tests de C0C1. Donc je rappelle, hein,
la latéroflexion associée à une rotation qui va vous donner donc une dissymétrie. Si vous avez une dissymétrie, une rotation gauche vous signera un dorsal gauche ou un ventral droit, une rotation droite vous signera un dorsal droit ou un ventral gauche. À partir du moment où la symétrie de latéroflexion se retrouve à l'extension, et retrouver à l'extension, ça veut dire qu'on est en ventral. D'accord ? En ce qui concerne les techniques de correction cervicale, les techniques de correction cervicale se font toujours avec un maintien de la classe en ce qui concerne le C0. Si on veut dorsaliser, on va amener la rotation de la tête comme ça et maintenir la classe de façon à dorsaliser le condyle. Pour dorsaliser le condyle, il faut garder la main dans le prolongement, l'avant-bras dans le prolongement du museau pour pouvoir pousser comme ça et dorsaliser le condyle ici, droit. D'accord? Donc le maintien se fait comme ça et on va dorsaliser en faisant ça. Ça va? Sur une ventralisation, bon, j'en fais peu à vrai dire, parce que je fais souvent en dorsal. On va chercher plutôt à ventraliser comme ça le condyle gauche. Donc on va faire le mouvement d'extension. Là, on ventralise un gauche. D'accord? En ce qui concerne l'hyoïde chez le chien. L'hyoïde chez le chien, on le retrouve assez facilement. Alors sur ces chiens-là, peut-être un peu moins que sur d'autres. Vous habituerez à essayer de palper. Pareil que pour le cheval, on va le qualifier en dorsal, en cranial, en caudal, suivant la mobilisation. Alors on met les mains en dessous dans la gorge, on va mobiliser le cartilage thyroïde qui est légèrement au-dessus et on peut attraper l'hyoïde. D'accord ? En ce qui concerne la correction de l'hyoïde, eh bien, je fais la même chose, c'est-à-dire que je vais utiliser la mobilisation du cartilage thyroïde vers en direct, donc parce qu'en général, l'hyoïde il est quand même toujours bloqué plutôt d'un côté dorsal ou de l'autre. Donc je vais le tirer ventralement en position complètement directe, donc ventral à gauche ou à droite suivant la lésion initiale, et attendre la déglutition. C'est vraiment pour moi la solution de choix. En musculo-squelettique. Après, vous avez toutes ces techniques faciales, viscérales, etc., qui vont libérer l'hyoïde par action secondaire. Bon, après, on va enchaîner avec les cervicales. On va faire une série d'un coup, comme ça, ce sera plus simple. Donc, sur les cervicales, le test, c'est le même que ce qu'on avait sur le cheval. J'utilise exactement comme pour le cheval, un verrou. Je me mets préférentiellement du côté de la convexité de ce que je vais impulser comme mouvement. Si je me mets de ce côté-là, je vais plutôt faire une latéroflexion gauche et donc un traitement en latéroflexion en mettant ma main gauche pour bloquer N+1 et ma main droite qui va mobiliser le chanfrein. Ma main gauche, elle va bloquer N+1 en mettant le corps vertébral de N+1 dans le creux de ma main, entre le pouce et dans le creux du pouce et de l'index. Et donc le mouvement de rotation va permettre, dans le même principe que je vais expliquer hier sur le cheval, où on fait un verrou et on a la main verrou qui va accentuer la mise en tension, c'est encore une fois la mise en tension qui fonctionne. Ici c'est votre main qui va être dans le creux et qui va indiquer au tuyau d'aspirateur à quel endroit il doit plier. Donc plus vous baissez, plus vous allez avoir une cervicale basse, plus vous montez, plus vous allez avoir une cervicale haute. D'accord? Ok? Ça marche? On part là-dessus déjà? Je vais me positionner dans la concavité, donc du côté droit. Je vais verrouiller la classe avec ma main gauche, avec le pouce. Je vais amener l'encolure, le bout du nez vers moi. Et je vais me positionner, alors évidemment, c'est pas du bon côté pour voir, mais je vais me positionner de telle façon que mon avant-bras va être dans le prolongement du bout du nez. Et tu bouges en fait avec le... Ah ben, je bouge avec le chien, et quand je vais être en dorsalisation, je vais pousser dans l'axe pour dorsaliser mon condyle. Donc là, on est sur une technique directe. On serait sur un ventral droit, par exemple, que je veux dorsaliser. Et dans ce cas-là, quand je vais arriver sur la barrière, je vais thruster en poussant. Si je suis en indirecte,
Donc en indirect sur un dorsal droit, je vais me mettre dans la même position. Je vais amener mon chien jusqu'à le maximum de mobilité. Et s'il ne se dégage pas, s'il ne cherche pas à bouger, ben je vais aller un tout petit peu plus loin, faire ce qu'on appelle un pseudo-thrust. Je ne vais pas avoir le mouvement de très haute vélocité comme on peut faire en direct. En tout cas, moi, je ne le fais pas comme ça. Simplement aller un petit peu plus loin pour stimuler le chien et qu'il dégage sa tête. Donc, la manipulation de sternum, elle va se faire de la même façon. C'est-à-dire qu'on va tester la mobilité globale de, excusez-moi pour le grosso modo, globale de la ceinture scapulaire à partir du sternum et de l'écoute du garrot. Et on peut même écouter chez le chien les deux épaules, comme je le faisais hier sur le cheval en me mettant par-dessus, simplement avec vos deux mains sur les scapulas, sur le haut des palais scapulaires. Et donc là, dans ce mouvement-là, on peut apprécier la mobilité générale de la ligne du dessous. Vous pouvez, bien évidemment, là, encore une fois, on est dans les tests du musculo-squelettique, donc on va essayer d'apprécier la mobilité du sternum. Rien ne vous empêche de vous mettre en écoute faciale et d'aller voir jusqu'au pubis, toute la ligne du dessous, et de compléter votre écoute par des perceptions d'un autre niveau en ayant les mains au même endroit. Donc, pour rester dans l'appréciation purement de mobilité des structures, on va mobiliser le sternum et apprécier comme chez le cheval si on a une ligne du dessous symétrique, si votre sternum est correctement libre et si votre chien il a l'air d'être immobile sur ses épaules. Si on est amené à traiter le sternum, chez le chien, j'avoue que j'utiliserai plutôt des techniques fonctionnelles de mise d'exagération de lésion. Parfois, je peux utiliser la même technique que chez le cheval, c'est-à-dire que je vais utiliser le membre antérieur, un peu comme la deuxième technique qu'on a vue chez le cheval, où je vais tracter le membre antérieur du côté où le sternum est décalé, de façon à accentuer en fait à faire un saut sur une jambe, sur un pied au chien. Donc on peut le faire un peu comme le test de la tendinite du biceps. Le problème c'est que s'il y a une tendinite du biceps, ça va donner une réponse. Voilà. Vous savez le test où on met la tension en arrière, là, voilà. Parce que finalement c'est un peu la même position. Alors sur la table c'est moins pratique, mais c'est comme ça ils peuvent filmer. Et donc je vais éventuellement mettre en tension pour faire relâcher donc les pectoraux si je trouve des tensions par exemple ici du côté gauche. Qu'est-ce qu'il y a comme autre alors on va peut-être parler des membres. Ça nous avancera pour la suite. Puisque on a associé bien évidemment à cette zone de ceinture les deux scapulas. Donc vous allez vous mettre en situation de manipuler les scapulas, crânial et caudal. J'ai pas de différence vraiment de traitement avec ce que fait Raphaël. La technique que j'utilise un petit peu moins souvent, c'est la technique où il décolle la scapula en amenant la tête vers l'arrière du chien. Bon, ça peut se faire. Donc, ceux que ça intéresse, on va travailler là-dessus et puis le faire. J'ai pas vraiment de différence à vous montrer sur les scapulas, donc voilà. Deuxième niveau sur les membres, c'est la scapulo-humérale. Donc, je ne reviens pas sur les tests de mobilisation, on va les passer. Je pense que je veux bien qu'on les fasse, mais je pense que vous savez faire. On verra plutôt chien par chien plutôt que de faire une démonstration qui va impatienter notre cobaye et en même temps pas servir à grand chose, je pense. Par contre, en ce qui concerne le traitement, moi j'utilise quand même assez souvent une technique sur la scapulo-humérale où je vais mettre en tension en extension. Extension vers l'avant, maintien de la scapula avec une main, extension du membre, et puis abduction ou adduction suivant les paramètres qu'on a à faire. Moi je trouve que c'est souvent l'abduction qu'on a, la rotation externe. C'est souvent on est obligé de faire ça pour décoller la scapula, donc c'est souvent dans ce type le type de lésion qu'il y a. Scapulo-huméral. Scapulo-huméral. Donc là je me mets comme ça. Et je vais me mettre comme ça, je vais maintenir ma scapula et je vais amener le membre antérieur et puis je vais voir
le mouvement qui va se faire. Voilà. Donc, je En lance. indirect. Bah oui, moi je travaille à 99,5% en interne. Donc je suis plutôt dans le sens des manipulations indirectes. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre de différent de ce que vous connaissez déjà? Je ne crois pas. Sur le coude, sur les pisiformes de chiens, ils sont de temps en temps bloqués. Les carpes. Simplement, si, alors, sur les lésions du carpe, quand j'ai un blocage sur le carpe, j'aime bien essayer de diagnostiquer le niveau de lésion. C'est-à-dire radiocarpien, étage carpien 1, étage carpien 2, carpio-métatarsien ou pisiforme. Carpo-métacarpien ou pisiforme. Donc pour ça, j'ai un test, mon test à la fois de mobilité, comme que vous connaissez. Donc pour tester la mobilité du carpe, c'est la position en fait. Je vais mettre une main verrouillée sur le carpe, sur le radius, et une main sur le premier niveau de carpe. Ensuite, je déplace mes mains. Je vais prendre le premier niveau, deuxième niveau de carpe, et enfin carpe, métacarpe pour tester. Et à chaque fois, je vous montre un peu plus de côté. Voilà. Donc on va mettre radius, premier niveau du carpe. Je teste latéraux, latéral et crânio-caudal. Je descends d'un cran, je prends deuxième niveau comme ça. Et puis troisième niveau, entre le métacarpe et le carpe, je fais la même chose. Et je fais pareil au tarse. C'est encore plus visible sur le tarse que les niveaux d'articulation sont encore plus marqués. Le pisiforme, il a une position ici. Donc on le teste comme chez le cheval, toujours en le carpe non en tension. D'ailleurs, il y a du taf. Et c'est très. Alors là, ce chien-là, c'est très marqué entre l'antérieur gauche et l'antérieur droit. Donc le pisiforme en balade dans tous les sens. Chez le chien, il est très mobile. Quand il faut le traiter, il va se traiter par école, par technique vibratoire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour le moment? Coude, choix différent. Coude, pas différent. Moi, je fais du vibratoire. C'est-à-dire que sur les coudes. Le scapula, quand même, explique la technique que ce que tu as fait tout à l'heure. Ouais. Alors, le coude, c'est normal. Enfin, sur le coude, j'ai pas. Par Oui, rapport à ce que fait Raphaël. Ouais, je vais pas. On va le voir ensemble sur les cas, hein, mais moi, j'ai pas de différence. Toi, t'as pas d'autre technique. C'est technique dynamique qui lui. Non, il fait technique dynamique. Ah ouais? Ah ouais, il parle pas mal d'une technique dynamique maintenant, ouais. Il met en tension d'un côté et en balance de l'autre et il revient de l'autre côté. Enfin voilà, en plusieurs phases comme ça. Après, il y a aussi la possibilité de mettre, vous avez vos 3 paramètres, vous choisissez d'aller en direct, vous inversez tous vos paramètres, ou en indirect, vous gardez vos paramètres et puis vous mettez en tension jusqu'au relâchement. Hein. Honnêtement, le coude primaire, il est quand même rare. Hein. Donc en fait, comme il est Chez rare, le chien, c'est pas très... Voilà, donc comme il est rare, je le traite rarement. Parce que je traite... il peut être en lésion, mais si j'estime que dans ma chaîne dysfonctionnelle, il n'est pas primaire, je vais avoir traité en amont, et si je ne me suis pas planté, le coude, il est levé quand j'arrive au coude. Si j'ai besoin de le traiter, le coude, je vais vraiment le faire souvent plutôt en vibratoire à l'appui. Donc, je vais tirer comme ça, et comme un cheval. D'accord? Tu nous avais dit que c'est rarement, presque jamais, 2 articulations de suite Oui. en dysfonction. Est-ce que ça compte aussi pour la scapulo-thoracique et la Scapulo-humérale? Oui, aussi. Alors, je dis oui aussi. Néanmoins, ça c'est la théorie. Dans la pratique, on est parfois bien embêté parce qu'on a des restrictions de mouvement entre les deux, et l'œuf et la poule, c'est pas lequel des deux est en cause. Donc, d'un point de vue raisonnement purement livresque et théorique et scolaire, tu vas te dire il n'y en a forcément qu'une en lésion, c'est comme le sacrum ilium. D'un point de vue pratique, c'est parfois moins clair. Donc, c'est exactement comme quand vous tombez sur une série de vertèbres et que vous dites, putain, là il y a L2 et puis là il y a L3. C'est pas normal qu'il y ait L2 et L3. D'accord? Parce que dans la définition de lésion, tu as L2 et donc L3 est libre.
Ok. Et Et quand vous avez L2, L4 par exemple, c'est pareil, il y a un truc qui est bizarre. Il y en a probablement une qui est primaire sur l'autre. Hein. Bon. Donc là, dans les deux articulations qui suivent, on est pareil. Dans la théorie, non. Dans la pratique, il y a une interférence entre les deux, il faut quand même en choisir une. Ça ne change rien sur le raisonnement, qu'il faut quand même se dire il y a une hiérarchie entre les deux, donc je vais essayer de choisir celle qui paraît plus logique. D'accord? Et puis tu vas vérifier après si la deuxième lésion est toujours là, dans ce cas-là tu t'es planté, ou si elle est... C'est très facile en fait. Mais en faisant ta cercle thoracique, déjà, vu qu'on continue de monter, tu travailles déjà aussi. Oui, alors... Il y a aussi des fois où tu crois que tu vas faire la scapulo-thoracique et c'est la scapulo-humérale qui pète. Ouais. Moi ça Oui. m'est arrivé. Oui, bien sûr. Et là tu dis ah bah ouais, je m'étais trompé. Ok. Que celui qui dit qu'il ne s'est jamais trompé de sa vie sorte de la salle. Ça tombe bien, il n'y est pas là. Est-ce que ça a été filmé ça? Oui, oui. Nous avons des preuves. Non mais il faut vraiment, quand on vous dit début de formation, il faut rester très humble, c'est comme en médecine. Ça ne veut pas dire qu'il faut être persuadé qu'on est nul, ça veut juste dire garder de la mesure et se dire, Ça y est, c'est arrivé. pas s'obstiner, mais comme en médecine classique, pas s'obstiner sur un diagnostic en disant putain, comment ça se fait qu'il ne réagit pas à ce traitement alors que c'est ça. Ah non, s'il ne réagit pas, c'est que le traitement est mal adapté ou c'est gouré. Mais bon. Donc ça nous arrive de nous gourer tous les jours. On ne devrait pas le dire, mais c'est comme ça. Bah, Julien, Dire je qu'ils reconnais s'en que- foutent. Alors, pour la scapulo-thoracique, puisque tu m'as demandé que je remonte. Alors, la scapulo-thoracique, moi je la qualifie honnêtement que dans deux plans, deux axes, crânio-caudal, ventro-dorsal. Scapulo-thoracique. Hein. Je ne m'occupe pas de rotation externe, rotation interne, ni de adduction-abduction. Pour moi, elle glisse comme ça, et c'est grosso modo le peu qu'elle peut faire. Alors, même si je ne nie pas qu'il puisse y avoir d'autres paramètres, mais honnêtement, je les considère comme non majeurs. Donc, le principe de mobilisation de la scapula, ça va être d'utiliser, puisque ce sont des muscles qui tiennent l'articulation, dans ce cas-là, hein, on n'a pas d'articulation vraie, c'est une articulation uniquement musculaire et ligamentaire, c'est pour moi, je vais crocheter la scapula et mettre en tension avec l'encolure. Donc je vais me mettre du côté concave et je vais aller caudaliser ma scapula en maintenant mon point fixe à la tête et en tractant toute la chaîne musculaire qui maintient la scapula vers l'avant. D'accord? Donc ça, ce serait une technique directe pour une scapula crâniale, technique indirecte pour une scapula caudale. D'accord? Je vais me positionner comme ça. À chaque fois que le chien essaye de retirer sa tête, en fait, il fait un peu le myosensible. Voilà. C'est l'histoire du point fixe et du point mobile qu'on a vu en biomécanique. Hein. Chaque fois qu'il retire sa tête, il va contracter son brachio-céphalique et donc il va contracter le pôle que vous maintenez en verrou. Tu vas pas le faire de l'autre côté. Si tu veux, sans problème. On va faire comme ça. Vous testez la scapula comme ça, hein, en la caudalisant, voir si elle se caudalise ou se caudalise. Moi, j'essaye d'être attentif au fait de ne pas se trouver sur la scapulo-humérale. Parce que si vous vous mettez sur les têtes humérales, vous testez une flexion-extension de la scapulo-humérale, en fait. Hein, vous faites faire ça. Enfin, je sais pas, moi, j'arrive pas à le faire sur moi. Hein, vous faites une extension-flexion de la scapulo-humérale. Alors que si vous êtes sur la scapula, devant, là, vous allez bien tester la mobilité de la scapula le long du thorax. c'est un test des membres. C'est un test de membre, ouais. Alors, Ouais, c'est le test rapide. c'est les tests de rapide de membres, mais les tests rapides de membres, ils vous les fait faire, je me trompe, si vous dites que les tests rapides de membres, ils sont sur la scapula humérale. Non. Non, sur la scapula en haut. Ah, Parce que je crois ça m'est arrivé au cours de cette réflexion d'avoir des confrères qui disent, mais non, mais en fait, Raph, sur la scapulo-humérale. moi, je ne teste les membres, c'est pas grave, j'assume. Je ne teste les membres que si j'ai une ceinture qui m'amène vers un membre en extension. En fait, je ne teste pas toutes mes articulations en musculosquelettique. C'est-à-dire que je fais des tests de ceinture. Si ma ceinture scapulaire est grillée, je vais tester mes membres étage par étage en test rapide d'articulation. C'est en fait un test spatial. Je me mets en écoute, ça brille, je vais voir. Après, je vais tester mon articulation que je trouve dissymétrique dans mon écoute faciale en test éventuellement musculosquelettique. Mais si ma ceinture est symétrique,
je ne vais pas voir en détail. Je vais par contre systématiquement voir en fin de consultation, parce qu'il y a un phénomène d'élimination centrifuge des dysfonctions qui fait que lorsqu'on traite le rachis et la colonne, on va faire ressortir des dysfonctions des membres qui éventuellement n'étaient pas visibles avant, ou en tout cas par mes tests à moi, par les tests faciaux, n'étaient pas visibles. Et donc que ce soit les chevaux ou les chiens, je vais toujours voir les membres à la fin, relativement rapidement, faire un test pour voir s'il y a une dyssymétrie. On trouve toujours un cap, un machin qu'on n'avait pas forcément vu avant. D'accord? Du coup, c'est ta ceinture entre poitrine Ouais. Enfin, je mets mes mains. Tu sais, quand je teste globalement, je vais faire ma nuque, mon entrée de poitrine, mon pédricarde, diaphragme, etc. Et si je fais une dysfonction, je vais voir mes membres. Et à ce moment-là, je vais voir vers quelle articulation ça cloche. Tu l'as décrit comme... Vous prenez votre atlas, votre tête, et puis vous manipulez flexion, extension, rotation, etc. Et vous cherchez quelle est la position physiologiquement facile. Et vous déduisez vos paramètres, et éventuellement vous essayez de retester. Vous agacez pas si vous n'y arrivez pas, en particulier pour le jour du DIE. Si vous avez une position antalgique ou facilité dans un sens, vous allez dire là je suis en dorsal droit. Si je suis là, je serai plutôt en ventral de l'autre côté. Il n'a pas été bien traité ce chien. Hein, si Elles n'ont pas été faites ça, vous mettez flexion-extension, enfin voyez, vous essayez de détendre votre chien, de sentir en même temps. Parfois l'indication de mettre votre doigt dans l'espace occipito-atloïdien, à droite ou à gauche, vous permet de trouver les tensions des ligaments correspondants et vous donner une indication sur le Alors côté de la lésion. justement, l'indication c'est quoi? Parce que tout à l'heure sur le front des chiens, il y avait à gauche, c'était plus tendu, c'était plus tendu. Donc la lésion, elle est comment dans ce cas-là? Eh ben, après, c'est la position du chien qui va vous le dire, elle peut être ventrale ou dorsale. Ouais. Mais elle serait à gauche alors. Il y a des chances, oui. Quand la tension vraiment du ligament, de l'espace est vraiment réduite, voire douloureuse, oui, vous pouvez vous imaginer que la lésion de ce côté-là. Et dans ce cas-là, il faut confirmer avec la mobilité. Hein, si vous n'arrivez pas à avoir vos tests objectifs, extension, machin, soyez pragmatique. La tête de votre chien, elle va mieux comme ça. La tête du chien. Voilà. Mais là, j'ai le choix entre Déjà, à la base, Elle peut même se faire toucher, tiens, justement. Aussi bien dans les tests que dans les manips. La scapulo-thoracique, on est d'accord, c'est la position de la scapula relativement au thorax, par définition. Donc c'est une articulation musculaire. Donc, dans le test, on peut le faire couché, c'est-à-dire qu'on va mettre les deux mains comme ça, et on va mobiliser. c'est plus montagne des Pyrénées là. Et c'est que je veux qu'ils me voient. C'est comme au théâtre, ils font L'amplification exprès. des mouvements la déclenche. Là, ils vont me dire, où tu mets tes mains? Bon. Donc, on va mobiliser la scapula, crânio-caudalement, ventro-dorsalement, hein, en étant directement sur la scapula. Donc là, on a carrément les trapèzes sur les deux pouces, les dentelés du cou, dentelés du thorax, on est vraiment... Voilà. Donc là, on mobilise la scapula dans tous les sens et on va pouvoir la tester. Sur le chien couché, on pourra traiter comme sur le chien debout. Alors sur le chien couché, vous aurez peut-être à privilégier la technique de Raphaël qui consiste, si je me souviens bien, à aller amener... Le bout du nez dans le trou de balle. C'est ce qu'il dit. Hein. Oui, C'est enregistré. ça ressemble très bien. Voilà, Bah, voilà, hein. en levant la scapula, N'empêche que tout le monde en retient. d'accord, vers vous. Bon. Donc là, sur le couché, je pense que c'est effectivement une technique qui peut être utilisée. Moi, si j'ai un chien couché, j'utilise rarement cette technique-là. Je vais plutôt utiliser une mobilisation de ma scapula, comme je vous ai montré debout, c'est-à-dire en mettant en tension mon cou, comme ça, comme sur le chien debout. Hein. Je tire sur ma scapula, je maintiens, voilà, chaque fois qu'il va dégager sa tête, il contracte le rectocéphalie, il fait un mouvement myotensif. Et à chaque fois, on a une information au fuseau blanc musculaire, le fameux machin, qui va faire relâcher notre muscle et donc faire une technique par relâchement de la tension musculaire. Ok ? Il peut être intéressant, ça je ne l'ai pas dit,
il peut être intéressant dans certains cas, en particulier pour ce complexe scapula, de travailler, c'est ce qui va se passer d'ailleurs quand on va faire cette technique-là, pour détendre des tensions d'un trapèze par exemple, sur le réflexe inverse, c'est-à-dire le fait que lorsque le chien va contracter le groupe de muscles agonistes, il relâche, le système nerveux relâche les antagonistes. Donc en fait, on travaille sur l'agoniste, c'est l'antagoniste qui va être relâché. Hein, vous combinez les deux techniques. Alors par exemple, on peut cranialiser la scapula, d'accord. Moi j'avoue que je travaille plutôt dans l'autre sens. On pourrait faire de la même façon comme ça. Donc moi je ne vais pas prendre le bout ici, surtout sur un chien couché. Je vais essayer d'éviter. Pour la raison que je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'on a des articulations avant et qu'on a donc un certain nombre d'articulations donc il faut épuiser la mobilité. Donc je vais plutôt essayer de travailler en accompagnant la scapula vers l'avant et en me limitant au coude. Là, tu travailles forcément ici la scapula. C'est pour ça que je n'aime pas utiliser le membre en levier. Autant il y a des express comme le cheval où tu ne peux pas faire tellement autrement. Autant là, si je peux, je vais mobiliser que ma scapula. D'accord ? Je vais toujours m'adapter, en tout cas dans ma pratique, ceux qui sont venus à la maison ont toujours s'en rendre compte, je pense, à la position du chien au milieu de la consultation quand j'arrive à la manipulation donnée. M. Il est couché, et ben je travaille couché. Je ne vais pas le remettre debout pour le sortir de son état d'écoute, parce que ma manipulation, je ne sais la faire que debout, y compris pour un bassin d'ailleurs. Voilà. Donc par exemple, un bassin, vous savez, vous connaissez des techniques en extension du membre postérieur, on met la main comme ça, je vous montrerai demain des techniques, après-demain des techniques à partir je vous l'ai déjà monté, je pense, et on fait coucher. Ça marche aussi bien, plutôt que de mettre le chien debout, de le tordre, etc. Donc je vais m'adapter à la position du chien et je vais diviser les techniques pour essayer de déranger le moins possible mon chien. D'accord ? Oui, il y a des choses qui ne sont pas faisables. Donc ça c'est le scapula. Sur la scapulo-humérale. Donc la scapulo-humérale, là pour le coup, soit on utilise une technique, ce que j'ai dit tout à l'heure en extension, c'est-à-dire une traction avec le membre, et là pour le coup on va épuiser petit à petit tous les paramètres jusqu'à la scapulo-humérale, une main sur la scapula pour maintenir, comme si vous faisiez une plus 1, sauf que là c'est le segment proximal. Et donc, on va mettre en tension la capsule articulaire en mettant les paramètres correcteurs qu'on veut mettre, direct ou indirect, rotation externe, abduction, adduction, etc. Et dans ce cas-là, je vais utiliser la mise en tension du membre vers l'avant ou éventuellement vers l'arrière, mais je travaille vraiment plutôt vers l'avant. Donc en extension du coup. En extension du membre vers l'avant, avec mon paramètre de rotation externe, rotation externe, rotation interne, etc. à mettre à ce moment-là. Et je vais maintenir ma scapula d'une autre main. Je fais la même chose chez le cheval. Oui. Ça va comme réponse? Myriam? Ça me va comme réponse, oui. Carpe. Donc les segments les plus mobiles, c'est le radiocarpien et le carpométacarpien. Lorsqu'ils sont verrouillés, le traitement va consister à un traitement de trust ou de vibratoire même, où on va aller en quelque sorte sidérer l'étage articulaire. Si on a un cisaillement latérolatéral ou au contraire un cisaillement crânio-caudal, suivant le mouvement qui est limité, on va faire un mouvement vibratoire comme ça pour aller, entre guillemets, faire un traitement global, secouer un petit peu l'articulation. Il n'est pas question d'aller traiter un os de carpe en musculo-squelettique. Rien ne vous empêche d'aller tester au MRP quel est l'os carpien qui est en lésion, ça ne pose pas de souci, ça vous arrive de temps en temps, pour essayer de comprendre un peu mieux le mécanisme. Et dans ce cas-là, vous pouvez très bien faire un traitement liquidien MRP sur la structure articulaire précise que vous avez isolée, et ensuite éventuellement faire une technique musculo-squelettique, ou le contraire, faire une technique musculo-squelettique et retester votre carpe de façon plus fine pour finir avec un traitement MRP. C'est plutôt dans ce sens-là l'inversation. Alors, il est complètement séparé du reste ou il est en relation avec un des étages? Il est en relation intime puisqu'il s'articule dans l'angle radiocarpien
et qui va sur la face externe et qui va être complètement mis à contribution dans la flexion au cours de laquelle il va se médialiser et se cranialiser, et l'extension où il va se latéraliser et se distaliser. On se demandait avec quelle rangée il était en Eh ben, il est dans l'étage haut, hein, c'est-à-dire vraiment sur l'étage radiocarpique. Et donc il est à cheval entre les deux en fait. Et donc les techniques d'écoute, hein, c'est comme ça, on teste dans tous les sens, et les techniques de traitement, c'est du vibratoire. Aussi bien. Ouais. Pardon, je vous ai dit une bêtise tout à l'heure. Ouais, le contre-appui pour ventraliser un condyle à droite, le contre-appui il se fait pas sur la grandelle à droite, il se fait sur la grandelle à gauche. Hein, d'accord? Okay. Vous allez venir le faire avec le pouce, extension, latéroplexion. D'accord? Là, on va ventraliser le condyle à droite. Hein, d'accord? Mais c'est mis en tension comme ça, là. Moi, je suis. Ah oui, je fais l'extension. D'accord? On m'a demandé de faire la démo pour faire la différence entre les deux. Donc, j'en montre une, et puis après, je montrerai l'autre. Ouais? Okay. Parce que sinon, on voit la table, et puis on voit pas le. C'est idiot. C'est dommage pour le film. D'accord? Donc, première option en technique directe pour ventraliser un condyle à droite qui serait dorsal, c'est de l'extension, de la rotation gauche, avec un contre-appui dorsal sur la grandelle gauche. D'accord? Voilà. Mais vous voyez que la position en extension comme ça, c'est pas terrible. D'accord? Si on veut éviter en grande partie ce paramètre-là, on va venir placer le pouce en dessous de l'apophyse zygomatique à gauche, l'annulaire contre le chanfrein en dessous de l'œil, pour ne pas appuyer dessus, hein, moins agréable que... Hein, pour justifier une rotation droite, presque exclusive. Et la rotation droite, je vais venir la parfaire en venant mettre mon avant-bras perpendiculaire au chanfrein. D'accord? Si je veux être en indirect dans l'autre sens, je vais venir mettre mon avant-bras dans l'axe pour justifier à la fois la flexion et la rotation. Vous voyez de quoi je parle ou pas? D'accord? D'un côté, alors c'est plus facile, tu as deux paramètres, donc tu augmentes tes chances de réussite en indirect comme ça. D'accord? Là, tu n'as qu'un seul paramètre. Ok? Par contre, si tu as déjà mis en tension une fois pour une cervicale moyenne ou basse dans ce sens-là, encore une fois, ça n'engage que moi, et c'est quand on fait les manips sur mes cervicales à moi, je préfère qu'on alterne et qu'on ne mette pas la tête dans le même sens tout le temps. C'est vrai, tu as l'impression d'avoir faire comme ça, en général, ça va super bien. Hein. Okay. D'accord? Donc là, on pense au confort aussi de l'animal et c'est beau, hein? Ah, c'est magnifique. J'adore. Utiliser la tête pour cintrer la flexion et la focaliser au plus sur notre condyle en indirect. De l'autre côté, on va être juste sur un paramètre de rotation avec l'avant-bras qui va être beaucoup plus perpendiculaire au chanfrein. Ouais. Et l'objectif, ça va être de jouer sur notre paramètre de rotation, donc de lui visser la tête en gros, ouais, sur l'axe cervical. Ok? Si vous avez besoin, on fait ça. Si vous n'avez pas besoin, Test rapide, non contrôlé. moi je fais modalisant les scapulas à partir de l'articulation scapulo-humérale. D'accord? Je vais placer mes doigts en palette, c'est-à-dire juste à plat. À quel endroit précisément? Précisément le majeur sur la pointe de l'épaule. D'accord? Pour le test global de l'homme. Pour le test global de membre. Donc je suis, allez, chez un chien comme ça, 4 mm au-dessus de l'articulation, de la partie crâniale de l'articulation scapulo-humérale. D'accord? Et je vais faire un test pour caudaliser juste ma scapula. D'accord? Avec une amplitude suffisante pour que la scapula se mobilise convenablement. D'accord? Globalement, quand vous n'avez pas un test rapide qui est en cohérence avec l'étage C0, C1, posez-vous des questions.
voyez où je veux en venir? À peu près. Mais non, enfin. Pourquoi? Il y a deux éléments qui sont susceptibles de pouvoir venir en cohérence et qui vont participer à la mise en place de votre chaîne dysfonctionnelle. Alors, oui, certes, le brachiocéphalique c'est un muscle, mais c'est pas tout ça. C'est l'étage C0C1 et c'est l'étage sous-diaphragmatique. Sous-diaphragmatique. D'accord? C'est-à-dire que quand vous avez une cohérence entre cette trilogie, a priori, il y a une cohérence de chaîne. Par quel biais? Quel fascia? Non, je n'ai pas dit quel fascia, je dis quel biais. Alors, un biais peut être un biais facial, c'est pas le plus simple, c'est pas le plus rapide, c'est pas le plus pertinent, je trouve. Mais c'est possible. L'œsophage. Le nerf vague, j'achète. Pourquoi le nerf vague? Parce qu'il sort de C0 et il va à l'hypocondre. D'accord? Donc il y a déjà une cohérence significative entre C0 d'un côté et l'hypocondre de l'autre. Et le dentier. Et le dentelé après. Pour la Alors, le dentelé, le brachiocéphalique, le trapèze, le main, tout ça, ça a une cohérence physiologique qui se résume en deux mots. Non. Ça réfléchit. Non, ça commence pas par fascia. Nerf. Ça commence pas par parasympathique. Parce que parasympathique, c'est le vague, hein, déjà. On l'a un peu dit. Oui, bien sûr. Nerf accessoire. Ouais, nerf accessoire. Deux mots, nerf accessoire. D'accord? Nerf accessoire, l'accessoire, il passe par C0. C'est le spinal. C'est le rond. Le rond. Je crois que oui, mais je ne voudrais pas te dire. Il sort par le foramen jugulaire. Foramen jugulaire, on se fait une petite révision. 9, 10, 11. C'est facile, hein? C'est La jugulaire. Voilà, veine jugulaire. Hein. Oui, oui, non, mais c'est. Bien sûr que c'est pas toi que je regardais, hein, que je faisais comme ça. C'est lui. On ne l'a pas sorti. D'accord? Donc il y a une cohérence. Il y a une cohérence indéniable entre C0, l'hypocondre et la racine du membre. D'accord? Quand ça colle pas, ça commence à puer la merde un peu là. D'accord? Alors je dis pas que c'est systématique. Ça arrive quand même. Ça arrive que ce soit pas le cas, ça arrive que ça se complexifie parce que des chaînes peuvent tout à fait être surajoutées par des traumatismes et des choses comme ça. Mais quand même. Hein. Mais t'as bien l'hypocondre L'hypocondre du même côté. Hein. Hein, le vague, il vient jouer sur l'hypocondre du même côté. Il ressort après au niveau, c'est plus simple. D'accord? Du côté droit, il y a encore une petite boucle qui vient compléter un tout petit peu plus efficacement de ce côté-là. D'accord? La boucle existe aussi côté gauche, mais à droite, c'est un tout petit peu plus pertinent. D'accord? On resitue, c'est 0. Vague accessoire. L'accessoire, il innerve une partie de la musculature, je dirais, antébrachiale. D'accord? Qu'est-ce qu'il est susceptible de pouvoir mettre en dysfonction? Il pourrait avoir un rapport avec l'hypocondre du même côté. Yes. Le phrénique. À gauche, le phrénique, il fait quoi? Il innerve quoi? Perdu. Non, pas l'estomac. Pas l'estomac. Il se limite à la coupole diaphragmatique. C'est l'autre. D'accord? Mais la coupole diaphragmatique, elle est en contiguïté avec l'estomac. D'accord? En revanche, à droite, merci Estelle. Parce qu'elle était en train de dire qu'elle était pas loin. On a une innervation hépatique qui est double. Vous vous souvenez, le parenchyme, il est innervé par le 10, évidemment, alors que il y a un truc qui est innervé par le phrénique. La capsule de Glisson. Okay. Le phrénique à droite, il va prendre en charge la coupole diaphragmatique
plus la capsule de glissement. Vous vous souvenez, c'est l'histoire du boxeur qui a la garde haute, qui laisse apparaître la partie, le tronc, et le travail au corps de l'adversaire qui va faire en sorte de faire vibrer cette capsule de glissant pour que l'autre finisse par s'essouffler parce que le diaphragme marche moins bien. Et une fois qu'il a baissé la garde, on leur apprend pas pourquoi. Voilà, on leur dit, tu tapes là, on est bien tu d'accord. travailles au corps. On te dit tu travailles au corps. Maintenant bon. C'est le coach qui réfléchit. C'est pas le gars qui tape. Pas pour elle. Évidemment. Sinon, mon ordi va exploser. Sinon, ça serait pas vraiment. On va devoir sortir. Sinon, ça serait pas Je vraiment. sais qu'on va dire un petit générique. Il faut une justification précise pour dire qu'il y en a un qui sort du lot et qui n'est pas. Voilà. C'est zéro. Test rapide du même côté et hippocampe. Mais alors quand tu dis une cohérence, c'est dans le sens de la lésion ou Non, du côté c'est le- Non, côté, c'est du côté où c'est positif. C'est 0 à droite. C'est-à-dire que si tu as un foie avec un membre positif à droite Ouais. et que tu as C0 à gauche, bah, il faut refaire ton test C0 pour être bien sûr que ce soit à gauche. Ah ouais, d'accord. D'accord? J'espère que c'est juste que c'est toi qui m'as expliqué la lésion à droite. Enfin, J'espère. Hein. J'espère que c'est juste. Ça va mieux, hein? T'as la pression, hein. Ah ben là, je transpire, j'ai encore les fesses qui font comme ça. Moi. Ça m'a regardé dans les yeux. Hein. Il correspond juste à la caudalisation de la scapula. Ce qui fait qu'une fois qu'on aura libéré la totalité, donc une fois que le test est positif, on va pouvoir prendre en charge sur ce membre-là les tests analytiques, étage par étage, pour remonter jusqu'à l'étage scapulaire. Une fois qu'on a libéré les phalanges, le carpe, le coude, qu'on s'est assuré de la mobilité des phalanges, du carpe, du coude, de la scapulo-humérale, on peut revenir faire ce test-là, mais en étant certain que c'est un test de caudalisation de la scapula. Et là, on va pouvoir jouer avec notre scapula, crânio-caudalement, dorso-ventralement, en rotation interne ou en rotation externe. Ouais? On est d'accord là-dessus ou pas? Globalement, plus vous aurez de paramètres correcteurs, enfin dysfonctionnels, plus vous aurez potentiellement de paramètres correcteurs. Et c'est souvent dans les petits détails de rotation interne, rotation externe, en fin de mise en tension sur une scapula que vous allez gagner le pompon du Mickey. Le pompon ou la queue du Mickey, bien sûr. Vous n'avez pas le pompon du Mickey, évidemment. Une fois qu'on a fait ce test rapide, est-ce qu'il y a besoin de revenir sur la prise en charge phalange? Oui, mais tant qu'on y est, retour. Ouais. Hein, voilà, ça permettra de. Puis en C'est pas plus, nécessaire, mais ça se permet voit de bien revenir sur ce dessus. chien. Ouais, voilà. C'est C'est ça. très visuel. De temps en temps, il y a un membre qui n'est pas forcément positif, Il y il a pas fait du tout tout du du tour, point. et puis après, puisqu'il y a une espèce d'effet centrifuge des traitements, qu'à la fin, il peut retrouver quand même un cas. Non, il dit qu'il regarde les membres à la fin quand il a Ouais. les RRS parce que Parce souvent qu'il y a il quelque est chose pas au qu'il début a pas parce que relevé au il a début, pas puis encore il fait. fait. Et de façon analytique, c'est-à-dire qu'on prend un étage, on fait adduction-abduction sur tous les étages phalangés, interphalangés, métacarpophalangés ou métacarpophalangés. C'est un petit peu fastidieux, mais c'est possible de le faire. On tombe sur un étage, on fait les 3 plans d'espace, rotation interne, externe, flexion-extension, et on peut tout à fait mettre en tension sur une technique directe ou indirecte qu'on a choisie. Ça, c'est OK. L'espèce de choix, non, la race, l'espèce de choix, c'est le chien, la race, c'est les lévriers. Les lévriers, notamment les lévriers de course, qui ont le fameux syndrome du gros doigt, pas parce que ça, mais parce que quand ils ont une entorse interdigitée, on a une enflure articulaire qui se fait de façon significative et qui justifie une boiterie ou un inconfort à la course. D'accord? Donc quand vous avez un propriétaire de lévrier de course qui vient vers vous en disant j'ai un chien avec un gros doigt, effectivement on peut s'appliquer un tout petit peu plus à la prise en charge de cette entorse interphalangienne. Okay? Ça c'est important. Mais sur toutes les autres races de chiens, les techniques de débroussaillage marchent très très bien. D'accord? Débroussaillage, c'est traction axiale avec plus ou moins d'adduction-abduction sur les différents étages. D'accord? Alors, en routine, ça peut se limiter, enfin, en vitesse réelle, je dirais, ça peut se limiter à ça. Premier doigt, deuxième doigt,
troisième doigt, quatrième doigt. D'accord? Je tire en faisant induction-abduction à chaque étage. D'accord? Ça décoifte, c'est bien, ça bouge, c'est bien, ça ne décoifte pas, on passe son chemin. D'accord? Ça permet de gagner en efficacité et de ne pas perdre de temps sur des étages qui sont de toute façon des bouts de chaîne. Ok? Sauf chez les vrilles. D'accord? Sur le système appendiculaire, on va avoir une prise en charge qui va nous permettre un abord qui est à taille humaine, dimension humaine, qui va nous permettre de pouvoir évaluer la mobilité assez nette dans les trois plans de l'espace. D'accord? Alors la petite subtilité, hein, c'est à chaque fois membre plié, rotation externe, rotation interne. D'accord? Pour évaluer dans quelle position vous êtes, vous dépliez le membre mentalement et vous regardez où se dirigent les griffes. Si les griffes vont vers l'extérieur, c'est une rotation externe. Si les griffes vont vers l'intérieur, c'est une rotation interne. Hein? Ne me dites pas que ça, c'est une rotation interne parce que les doigts sont à l'intérieur. D'accord? Ça, c'est une rotation externe. D'accord? Ça, c'est une rotation externe du cas. Oui, mais elle vient de dire. Hein, ça, c'est une rotation interne. Hein, parce que si je débobine tout le machin, c'est une rotation interne. Le carpe, c'est encore une fois un complexe articulaire. Sur ce complexe articulaire, la majorité des os du carpe vont être spécialisés dans la stabilité du carpe. La première rangée du carpe et le pisiforme vont garantir la mobilité du carpe. D'accord? Donc s'il faut se focaliser sur la première rangée, alors on va se focaliser dessus. Rotation externe, rotation interne, flexion, extension, abduction, abduction. Ok? Il y a les trois plans, il y a la mise en tension, il y a le choix de code technique, direct, indirect, il y a une mise en tension à deux. Voilà. Dans le cas, tu n'as pas dit qu'il y a un état, une flexion, l'autre et une extension. Si, mais c'est la biomécanique physiologique. Ça, il faut le savoir, mais je dirais que c'est beaucoup plus important pour tes carpes à toi que pour les carpes de tes patients. D'accord? Oui. Hein? Voilà. Le carpe de ton patient, il va t'embêter une fois, tes carpes à toi, ils vont t'embêter toute la journée. Ok? Une notion qui est, je dirais, assez pratique sur la prise en charge appendiculaire, c'est la notion de technique dynamique. Qu'est-ce que c'est qu'une technique dynamique? Vous vous souvenez ou pas? Oui, on passe de direct à indirect en poussant de plus en plus loin. Yes. D'accord? Comme si on rebondissait sur les deux barrières pathologiques, dans un sens et dans l'autre. Ok? c'est du myotensif en permanence. C'est pas du myotensif, c'est pas du myotensif en fait. En fait, le moment de choix pour changer de mise en tension va être initié par les tissus de l'animal. C'est-à-dire que quand vous faites bien attention à ce que vous faites, il y a un moment, hop, ça part. Alors ça part autant en liquide qu'en fascia, d'accord? Et c'est beaucoup plus ces deux tissus-là que l'os qui va vous orienter vers le changement de mise en tension. Arrête de réfléchir. D'accord? Donc, le fait de dire je mets en tension un peu fort, il y a quelque chose qui initie le changement de sens de ma mise en tension, et bien soit, on va dans l'autre sens, on prend les trois paramètres, et on va jusqu'au bout de la mise en tension, confortablement, machin, jusqu'à ce que, hop là, il y ait autre chose qui nous incite à retourner dans le sens de la première. Ouais. Hein, c'est gentil. Non mais je sentais une tentative d'évasion en essayant de ramper sur le bout de gomme en disant ça se trouve il ne me voit pas. Alternance dans une même mise en tension, de mise en tension directe ou indirecte, ça s'appelle une technique dynamique. D'accord ? Et c'est particulièrement, je dirais, bien vécu par le chien dans la mesure où lui il va avoir l'impression que c'est vous qui changez la mise en tension, mais il n'est pas coincé toujours dans la même position, et vous allez avoir l'impression que c'est lui qui change la mise en tension. D'accord ? Ouais. Pour le coude ou la scapulo-humérale, c'est particulièrement sympathique.
Et pour les tests, alors je ne sais pas si ça va se voir avec les poils, mais pour les tests entre carpe, coude et scapulo-huméral, on essaye de se faire à chaque fois une petite manivelle à 90 degrés. D'accord? Si je mets le carpe, enfin les métacarpes, pardon, verticaux, radius ulna horizontaux et humérus vertical, j'ai une manivelle à chaque fois à 90 degrés. D'accord? Et là, je vais pouvoir me servir de ma manivelle pour dire, je fais bouger mon coude, je fais bouger ma scapulo-humérale. D'accord? Je vois pas la manivelle. Si, mais je vais vous dire que Cette petite manivelle, on va pouvoir jouer sur les 3 plans de l'espace, sur chacune des articulations. D'accord? Donc les tests, ils devraient être faits à 90 degrés. Je ne dis pas qu'ils doivent être faits à 90 degrés, je dis que c'est des fois plus facile de les faire quand tu as 90 degrés entre ulna, radius ulna, humérus et métacarpe. Parce que l'abduction et l'adduction, souvent on fait tendu. Bah, tu peux le faire membre en extension, effectivement. D'accord? Mais tu peux tout à fait le faire membre à 90 degrés. Si c'est plus clair dans ta tête, en tendant le membre, je tends le membre. Hein, c'est pas... Moi, ce qui me... La bonne dysfonction, en tout cas la dysfonction de l'articulation que vous explorez, c'est d'être au plus près de l'interligne articulaire. Au plus près de l'interligne articulaire, ça veut dire 1, se souvenir de la conformation articulaire que vous avez sous les doigts, et 2, essayer de mettre les doigts au plus judicieux pour avoir un os fixe et un os mobile. Ok? Comme pour le grasset du cheval, hein, bien préciser l'interligne articulaire, ça va vous permettre de mettre les mains au bon endroit pour mettre en évidence l'adduction et l'abduction. Ok? Ce temps de localisation, il doit devenir capital dans votre pratique. C'est-à-dire qu'avant de commencer à branler de la patte de chien, il faut essayer de savoir où vous allez mettre les doigts pour anticiper la perception que vous allez en avoir. Parce que faire ça avec une patte de chien, n'importe quel généraliste est capable de le faire. Vous voyez? Faire un test orthopédique, c'est un petit peu plus technique. D'accord? Et les chires, quand vous voyez faire un chir, quand vous voyez un chirurgien orthopédique qui a l'habitude d'opérer des genoux, faire un test de tiroir ou faire un test de grasset, eh ben, il ne met pas les doigts comme le vétérinaire rural qui dit « Ouais, ça doit être un croisé pété. » D'accord? Toutes les autres, hein, il suffit de faire... c'est pas très compliqué, quoi. Vous faites retester. Enfin, le plus compliqué, c'est le diagnostic. C'est de bien se placer pour le diagnostic et d'avoir un diagnostic sûr. Une fois que vous avez le diagnostic qui est fait, la mise en tension elle découle directement de ce que vous avez trouvé juste avant. Hein. Donc il n'y a pas de recette. Je ne vais pas mettre le chien dans toutes les positions possibles et imaginables en multipliant les dysfonctions possibles. Hein. Ça fait 2 x 2 x 2, ça fait, on est à 8 techniques par articulation. Je ne les connaissais pas de tête, moi. Hein. Il faut que je les trouve mécaniquement comme un rabisqueux. Okay? Il y a beaucoup de lésions du coude sur les chiens. Alors, je dirais que l'écueil du coude, c'est l'orthopédie. D'accord? C'est-à-dire que pour prendre en charge un coude, il faut être sûr de l'intégrité de la physiologique du coude. C'est-à-dire qu'il faut pas que tu aies de dysplasie, il faut pas que tu aies de... Enfin, faut pas que tu aies de non-union d'un des deux processus, soit enconé, soit cornoïde, et que tu n'aies pas de fracture articulaire de ton condyle huméral. D'accord? La dysplasie, c'est pas un motif d'exclusion sur la prise en charge du coude. Mais comme il est fabriqué pas académiquement, ben, il faut faire avec ce que tu as sous les paluches. Quoi. Et puis ça, il faut... Je veux dire, si du coude est foireux, il est foireux pour le reste de la vie du chien. Quoi. Pas le délire. Mais déjà s'assurer que, avec un test en extension et en hyperflexion, que tu aies deux petits crochets là dans la coronoïde et enconé qui soient aptes à subir une mise en tension musculo-squelettique. Si tu as le moindre doute, radio. Mais radio, pas radio comme ça. Hein. D'accord? C'est pas une face profil coude. Hein. C'est hyperflexion et machin, c'est pour voir ce qui t'intéresse. C'est qu'au moins il y ait ça. D'accord? L'ostéochondrite disséquante, elle va plus nous faire chier sur l'épaule que sur le coude, statistiquement. Okay?
J'en reviens à mon étirement de trapèze. L'étirement du trapèze, on va placer, donc on pourrait croire que pour étirer un trapèze à droite, on a intérêt de mettre une latéroflexion à gauche. D'accord? Alors certes, ça va étirer les fibres crâniales du trapèze, je suis d'accord avec vous. Mais pour étirer les fibres qui sont sous-scapulaires, on va gagner en efficacité si on arrive à écarter la scapula de l'axe rachidien. D'accord? Pour ce faire, on va venir placer les doigts médialement à la scapula. D'accord? C'est-à-dire qu'on va agripper la scapula. On va initier une latéroflexion du côté de la scapula qu'on veut étirer. D'accord? Si je fais la scapula ici, je vais essayer de m'agripper dessus, comme ça. L'objectif, ça va être d'ouvrir la scapula par rapport au rachis du chien. Et on peut l'ouvrir jusqu'à 90 degrés. D'accord? Et on le recule en faisant coulisser le long du rachis. L'objectif, c'est de faire rapprocher la truffe de la base de la queue. Ok? La latéroflexion, elle se fait du même côté que la scapula? Ouais. Parce que si tu cherches à passer sous la scapula, tu vas vite t'apercevoir que si tu mets la tête de l'autre côté, là, il y en a un des deux qui va souffrir. D'accord? Si tes doigts sont costauds, c'est le chien qui va souffrir horriblement de se faire lacérer le trapèze par tes doigts puissants. À l'inverse, si tu fais ça sur un hamstaff et qu'il tourne la tête un petit coup sec de l'autre côté alors que tu n'es pas prévenu, tu vas voir tes doigts comment ils vont faire. Ils vont faire l'accordéon, doucement, doucement. Voilà. L'objectif, c'est vraiment d'aller à la vitesse où les tissus le permettent, se rapprocher au plus avec la truffe de la base de la queue. Donc on a un chien qui est en rond. Hein. Je travaille un peu la souplesse. Hein? Quelle que soit la position dysfonctionnelle de la scapula. D'accord? Donc ça peut être apparentable à une technique de débroussaillage. Ouais. Tu passes caudalement, c'est-à-dire que ta scapula elle est en forme de carafe. Tout en faisant le petit. En forme de carafe. Et tu vas arriver, donc chez le chien on passe par devant pour réussir à l'ouvrir. Chez le chat tu vas venir mettre ton pouce, d'accord, en appuyant un tout petit peu là pour faire ressortir les portières. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est vrai. Et en fait tu le fais de façon bilatérale en te concentrant, en essayant de le faire, je dirais, plus spécifiquement du côté où ça nous intéresse. Il y a un chat qui traîne là je crois. Hein. Un chat? Ouais. À Flo. Ben, il est chez elle. Ah oui, il est chez elle. Eh ben oui. Et voilà. Crânio-caudal pour l'exploration de la mobilité ilio-sacrée. D'accord? On sait qu'on a un test dorso-ventral pour la mobilité, le test rapide du membre postérieur. Donc, normalement, on ne doit pas confondre les deux. D'accord? Si c'est clair dans vos mains, pour les 2 ou 3 personnes du groupe, Castentiel, vous pouvez directement partir sur le membre qui est positif. S'il y a besoin de clarifier la situation du bassin pour aller plus en avant, n'hésitez pas à le faire. On ne revient pas sur les manips ilium. D'accord? De reprendre la totalité de la mobilité des postérieurs sur les phalanges jusqu'à la métatarso-phalangienne, pas de problème. Même chose, soit test analytique, soit débroussaillage. Pour le jarret, qui est merci Coralie, qui est un complexe articulaire où l'os qui est garant de la mobilité est représenté par le calcanéum. On va pouvoir, en mettant, comme on le voit bien là sur l'individu présent, là donc j'ai le jarret à 90 degrés. J'ai le jarret à 90 degrés. Avec le calcanéum ici, là. D'accord. J'ai le tibia ulna qui est horizontal et les métas, vous voyez la patte elle est comme ça. Ça et tibia. Oui, ouais, fibulaire. Fibulaire. Merci. Oh, il suffit juste d'un bus. Hein. De toute façon, la truffe est sur le cul aussi. Oui, c'est ça. Aujourd'hui. Ouais, Donc on va pouvoir évaluer la mobilité, flexion, extension de tout le jarret.
Vous appuyez sur le bouton latéral là. Extension, adduction, abduction. Alors on peut mettre le jarret à l'extension pour stabiliser un petit peu les choses, pour avoir une belle abduction, une belle adduction. Et la rotation interne peut se faire soit membre en extension, soit jarret à 90 degrés. D'accord? Quel cas, on va produire une rotation interne, une rotation externe. D'accord? C'est-à-dire que le plan dans lequel vous allez mobiliser vos métas va dépendre du plan de votre jarret. Ok? Prise en charge globale de l'articulation ou technique vibratoire directement sur le calcanéum. Soit jarret à 90, soit jarret en extension. Jarret en extension, vous allez pouvoir avoir un gain de mobilité en relâchant la corde du jarret. Vous gagnez un petit peu sur la mobilité du calcanéum. D'accord? Un petit rebond. 1, 2, 3. Très spectaculaire. Ça va faire? On se concentre. 1, 2, 3. C'est rarement un site de dysfonction ostéopathique. Là où ça m'intéresse le plus, c'est l'articulation du grasset. Le grasset, lui, c'est l'articulation la moins stable par sa conformation du membre postérieur. D'accord? L'exploration du grasset va se faire soit à 90, soit en extension en fonction des paramètres que vous allez établir, tester. Si vous voulez tester certains paramètres membres à l'appui, à votre guise, l'adduction, abduction, ça peut tout à fait se faire en maintenant l'extrémité du membre en contact avec le sol. Ouais. La difficulté, encore une fois, c'est de bien localiser la pulpe de vos doigts pour être en cohérence directe avec l'interligne articulaire. D'accord? Si on veut faire de la rotation interne ou de la rotation externe, encore une fois, on peut se mettre soit membre en suppression d'appui, soit membre à l'appui en jouant avec le calcanéum. D'accord? Flexion-extension, même chose, soit membre à l'appui, soit membre en suppression d'appui. D'accord? Genre tu vas tous nous défendre contre qui? Exactement. Les combinaisons sont possibles, donc on a 8 possibilités de dysfonction ostéopathique sur cette articulation-là. Okay? Petite particularité sur le test du tiroir. Le test du tiroir, il va se faire en venant stabiliser les condyles fémoraux et jouer sur un grasset à 90 en faisant jouer le plateau tibial sous les condyles. D'accord? Alors si je le fais comme ça, je fais jouer le plateau tibial ventro-dorsalement. Ok? C'est ça, hein, test du tiroir. Ouais. L'interprétation du test du tiroir va dépendre directement de la capacité que vous avez à disposer d'un grasset détendu. Il n'y a rien de tel qu'une contracture musculaire pour faire foirer une interprétation de test de tiroir. Avec un disque jambier, on remplace très très bien le ligament croisé antérieur. Il suffit juste de tendre le disque jambier. Du temps que je n'avais pas opéré mon croisé, je faisais tester les stagiaires. Il y a une vraie différence entre le test du tiroir détendu et la contraction des ischios. Où là, on a l'impression que le genou, il a regagné de la stabilité. Okay? C'est pour ça que certains chirs, avant l'OP, endorment les chiens pour avoir un test membre bien étendu. C'est une possibilité, c'est pas obligatoire du tout. Il suffit juste de placer son test au moment où le chien a le grasset détendu. Alors sur un mandarin comme ça qui est un peu tout mou, ça ne pose aucun problème. Sur un hamstaff qui est un peu pas détendu à la clinique, ça commence à être un petit peu plus technique. D'accord? Et le test indirect, tu n'aimes pas? Si. Et sur les mises en tension sur le grasset, là encore, la position spatiale de votre grasset va dépendre directement de la dysfonction que vous avez récupérée au test. Okay. Les techniques dynamiques sont particulièrement indiquées, particulièrement faciles à mettre en œuvre sur le grasset. Okay. Coxo. La coxo fémorale, je vous ai dit, c'est rarement une articulation qui est le site des dysfonctions ostéopathiques, par sa conformation cylindrique et quand sa constitution est
convenable, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un cas de dysplasie. On a vraiment une couverture acétabulaire qui va permettre une grande, de nombreux degrés de liberté à l'articulation. L'exploration va pouvoir se faire soit avec le Grasset, soit avec le Galca, en jouant sur le grand trochanter. Vous faites une rotation interne, une rotation externe, vous allez sentir le grand trochanter qui va se cranialiser lors de la rotation interne, se caudaliser lors de la rotation externe. D'accord ? Vous vous souvenez que sur cette articulation-là, les structures ligamentaires sont associées 3 mouvements en même temps. C'est-à-dire qu'on a pas 8 possibilités dysfonctionnelles, on n'en a que 2. D'accord ? Rotation externe, abduction, flexion. Rotation interne, adduction, extension. Vous souvenez de ça ? Bien sûr. C'est bon. Ouais. Ok. La particularité de la coxo-fémorale, c'est, comme son nom l'indique, que l'information le permet, si tu peux me garder un petit coup de coude pour la tête à mandarin, c'est de forcer à la place des autres. Si elle force à la place des autres, elle va risquer l'arthrose beaucoup plus facilement qu'une autre. D'accord ? Si vous placez votre échancrure P1, P2 de la main crâniale face médiale du pli de l'aine, vous allez pouvoir tracter le col fémoral dans son axe. D'accord ? L'axe du col fémoral, il est latéraux, ventraux, caudal. Hein, les fémurs, ils sont branchés comme ça. D'accord ? Donc si on veut venir décomprimer, décoapter l'articulation coxo-fémorale, c'est dans cet axe-là qu'on va avoir le plus de facilité. D'accord ? Si je tire juste le chien comme ça, souvent il lève la patte et on ne fait rien. Donc il va falloir fixer la patte au substrat. En faisant ça, si on fait ça, on amène le cul du chien dans le sens où on tracte. Donc il va falloir se débrouiller pour avoir une main qui fixe la partie distale du membre et une main qui fixe la partie proximale du membre si on veut avoir vraiment une décoaptation efficace. D'accord ? Donc on a soit le pouce, soit le menton en fonction de la taille du chien sur le iliaque ou l'ischion, et puis on va venir stabiliser au mieux la patte sur le sol, au pire la partie distale du fémur. D'accord ? Et avec cette main-là, la main médiale, on va venir tracter le col fémoral pour l'éloigner de l'ilium. D'accord ? Bon, bah ça fait super du bien sur les arthroses coxo-fémorales. Ça peut enlever. Tu peux mettre en tension sans traiter ? Ouais. Oui. Ça, c'est de toute façon une décoaptation. Soit ça fait disparaître une dysfonction quand elle n'est pas possible, soit ça redonne un petit peu de confort à l'articulation, mais c'est pas plus spectaculaire que ça. Hein. Tu vois, chez lui, je fais avec la même main le contre-appui ischion, partie distale du fémur. Et en fait, là, c'est un étirement fascia que tu vas faire entre tes deux mains. Ouais. Et sur un chien justement dysplasique où il y a une laxité, on n'aggrave pas les choses ? Alors, la laxité, elle est relative. Elle est générée souvent par ta dysplasie, c'est-à-dire qu'elle est orientée, c'est pas une laxité globale de ton système capsulo-ligamentaire, c'est une laxité parce que tu as un bout d'acétabulum qui est mal foutu. D'accord ? Et là, on ne vient pas le chercher, ce bout-là. On cherche juste à étirer les fils de la totalité de la capsule en même temps. Donc on n'amène que de la décompression articulaire. Parce qu'en fait, le paradoxe qu'il y a dans la dysplasie, c'est que tu as des subluxations dans un sens qui sont facilitées, parce que tout le reste de la capsule est contracté. D'accord ? Donc en fait, quand tu détends ta capsule, bah, tu permets à ta tête de fémur de se recentrer beaucoup plus facilement, et tu limites l'instabilité de ce côté-là en redonnant un peu de mobilité à ta capsule. Ce qui fait en chirurgie par une luxation des Articulation sur thoracique lombaire, bassin et membre postérieur. Alors, par rapport aux petites éventuellement différences sur les thoraciques et les lombaires,
les remarques exactement que j'avais à faire, c'était les difficultés que vous aviez, en tout cas pour certains d'entre vous, à analyser les paramètres lésionnels, les dysfonctions, et à vous sortir des ERS droites, FRS gauche, etc. dans vos serpentines. Alors, déjà, un petit truc simple que je vous propose, c'est une approche que je pourrais qualifier de test rapide de la colonne vertébrale, comme il y a le test rapide des membres. Je mange des poils. Qui consiste à passer rapidement la main sur l'échine du chien, comme on a fait sur le cheval, sans chercher à analyser ce que vous ressentez, simplement à vous arrêter sur les endroits où il y a des différences, de façon à avoir des zones qu'ensuite vous allez analyser plus précisément. La serpentine sur le chien, alors une fois que vous avez trouvé ces zones-là, vous pouvez faire une serpentine locale, j'allais dire, c'est-à-dire chercher à mobiliser vos épineuses et apprécier l'espace entre les apophyses épineuses en dynamique, je précise. Parce que ce matin, j'avais l'une d'entre vous qui me dit, bah oui, je regarde comme ça statiquement. Non, statiquement, ça ne veut absolument rien dire. Hein. Si vous regardez le bouquin qu'on avait sorti de Nat, là, si vous avez la 9, la 10, la 11, la 12 chez le chien, les écarts interépineux sont très variables d'une vertèbre à l'autre, ça ne veut absolument rien dire sur l'état lésionnel. Donc c'est dynamiquement qu'il faut voir si votre espace sous-jacent ou sous-jacent varie vers plus ou moins, hein, pour donner si c'est une flexion et une extension. L'examen statique ne vous donne pas forcément un résultat fiable. La serpentine, vous pouvez tout à fait la faire debout, et comme la plupart des... Enfin, vous devez souvent la faire debout, je veux dire, et comme la plupart des chiens, ils font ça, quand vous leur faites la serpentine, la solution, c'est de mettre la main en dessous, hein, et puis vous faites votre serpentine avec la main sur le pubis, et comme ça, vous les tenez un soutien. C'est tout con, mais ça permet d'éviter de s'agresser avec le chien qui se couche. Au niveau correction, en dehors des techniques indexielles que j'utilise peu, bon, je vous montrerai ce que je fais à la place, j'utilise beaucoup les techniques vibratoires. Donc on a vu les techniques vibratoires chez le cheval, le principe est toujours le même, simplement il faut toujours bien, lorsque vous mettez en tension, être dans la matière et pas partir sur une écoute faciale, un ressenti facial, enfin voilà. Il faut vraiment être dans la matière. Technique vibratoire, il n'y a pas grand chose à dire, si ce n'est que on va aller vers l'avant, l'épineuse vers l'avant pour mettre en flexion, et vers l'arrière pour mettre en extension. Il m'arrive d'utiliser ces techniques sur le chien en décubitus latéral. C'est toujours sur N, pas sur N plus 1, sur N. Oui, là je suis sur N. Toujours. Ouais. Okay. Moi je travaille que sur N. Enfin, pour ces techniques-là. Ouais. Alors, j'utilise souvent sur le chien en décubitus la technique dite du piano. C'est-à-dire que, à la fois, parfois dans mon diagnostic, hein, c'est-à-dire que je peux faire un test comme ça sur le chien en décubitus pour apprécier la mobilité des corps vertébraux et en même temps les espaces interépineux. Hein. Souvent, ce que je fais, c'est que j'utilise 3 doigts dans 3 espaces interépineux successifs. Je mobilise et je vois comment ils se déplacent, d'accord, pour apprécier la restriction de mouvement. Et je vais traiter en technique vibratoire en me calant sur le bassin et les épaules et en faisant éventuellement des techniques comme ça, pour traiter vers moi en général. C'est plus facile que de pousser. Ça peut se faire en poussant. Enfin, la guitare, hein, en pinçant. D'accord ? Après, ça dépend de la lésion ou pas. Oui, bien sûr, ça dépend de la lésion. Là, je demande juste en absolu, mais... Pas déplacer le chien, effectivement. Voilà. Moi, j'ai tendance à faire comme le chien. Là. Voilà. Bon, là, il n'y a pas grand... Tu ne mets pas plus que ça des fois en extension? Alors, on va mettre d'extension. Ouais, alors si j'ai besoin d'une extension, je vais effectivement me mettre comme ça pour mettre un paramètre d'extension. Et tu mets tes coudes là, tu les passes pas là-dessus. Oui, alors je fais ça. Ouais, alors je faisais ça il y a longtemps. Maintenant, voilà. Il y a longtemps, c'est ce qu'on fait. Voilà, où je faisais une correction en mettant comme ça, effectivement, en mettant mon facteur de rotation avec le bipède que je veux tendre. D'accord ? Qui peut être le moyen de contention aussi intéressant. Deuxième technique que vous utilisez, c'est les techniques indexielles. Donc moi, les techniques indexielles, je ne les utilise pas. Bon, on en reparlera pour les faire si vous voulez, mais je ne les utilise pas. Je trouve que ça s'embête pour pas grand-chose. Par contre, j'utilise la même chose en utilisant l'arrière du chien. La méthode du chien. Donc, hop là. C'est-à-dire là où vous allez faire une technique, voilà, en
en essayant de passer la transverse N+1 sous Z, d'accord? Moi, je vais éventuellement prendre le dos de mon chien et faire une rotation comme ça, pour faire tourner mon chien, ce qui revient à peu près au même. Hein, je fais une rotation et une latéflexion. Qu'est-ce qu'il y a? Non, je me dis que faut y arriver, toi. Un petit chien, moi. Oui, là, il est un peu gros, hein, pour celui-là, franchement. Avec un petit chien ou un chat, Sur les chats, c'est l'idéal. Ouais. D'accord? Sinon, ça va, je sais pas combien je prends. Oui. Voilà. Donc après, je vais vous montrer juste sur les iliaques, puis après on va prendre des chiens. Puis on fera une deuxième, après la pause, on fera la suite. Sur le bassin, la seule technique que j'utilise qui est différente des techniques classiques que vous connaissez, de mise en tension comme ça, pour ventraliser, c'est les techniques sur l'animal couché, ce qu'on appelle les techniques de hanche poussée. Couche. De hanche quoi? Comment? Technique de hanche? De hanche poussée. Si vous, ceux qui ont acheté le bouquin de Francis Lison, la hanche poussée. Donc, en fait, on va se baser sur la tubérosité ischiatique et la crête iliaque crâniale, l'épine iliaque crâniale, pardon. Et donc, on va mettre le plat de la main, j'insiste, pas le bout des doigts. Parce que le bout des doigts, il a tendance, si vous faites ça, ça peut être douloureux, parce que vous avez une petite surface de pression, hein, c'est comme dans les vertèbres, pour tester les vertèbres cervicales. Donc, je vous conseille plutôt d'utiliser le plat et la paume de la main. On met, si on veut dorsaliser, on met une main sous la crête iliaque crâniale, l'autre sur la tubérosité ischiatique, et on pousse comme ça, on dorsalise. Et une fois qu'on est comme ça, hop, on retourne les mains, on ventralise. On a les deux possibilités. C'est une technique de test et une technique de traitement. Le test, il fait juste ça, hein, on mobilise. Le traitement, il va aller en technique directe ou indirecte, mettre en tension le ligament sacroiliaire pour corriger. Raph, il a présenté à peu près la même, sauf qu'il fait comme un temps, mais plus dans le sens du bras du court-bras. C'est-à-dire comme ça. Non, comme ça. Comme ça. Ouais. Dorsaux, Non, ventraux, codo, ouais, Dors. Comment? ventraux, codo, latéral. Comme ça. C'est ça? Comme ça. Ah, ouais, comme ça. voilà. Ouais. Donc c'est une dorsalisation. Ouais. Alors, c'est J'aime pas le là. Je tiens à tenter une ventralisation avec cette technique. Bah, de toute façon, tu peux faire les deux. Hein. Moi, je fais ça s'appelle hanche poussée parce que c'est comme ça que Francis l'avait appelé, parce que dans sa technique, lui, il dorsalisait. Et en fait, on fait glisser, parce que le mouvement, effectivement, il peut suivre un court bras, mais enfin, la hanche du chien, j'y ferais moins, vu la morphologie du sacrum, c'est pas exactement ce que c'est du cheval, ni du bovin d'ailleurs. Je pense que le sacrum du chien est quand même beaucoup plus allongé, et ici, le bras est très court, hein, finalement. D'accord. Chien, on parle de nombre et courbe sur les Moi, chiens? non. Ah oui, c'est ce qui me semble. D'accord. Mais ça veut dire qu'il ne faut pas en parler. Hein. Ouais. Bah ouais. Moi, non. Hein. Donc c'est chez la vache et le cheval. Ouais, plutôt. Après, on va en parler avec Raph tout à l'heure, hein, ou demain. Comme il m'a dit hier, mais de toute façon, je leur montre des techniques et ils font les tiennes. Donc. Non, l'inversé, on l'a aussi. Mais bien sûr, heureusement. D'accord. Une latéroflexion compliquée à droite va faire que vous avez l'impression effectivement d'emmener tout le chien. Hein, et vous avez des fois l'impression que c'est plus facile, alors qu'ici, ça pousse sur votre doigt. D'accord. Inversement, une latéroflexion à gauche, là, ça pousserait sur mon pouce et on sent que ça ne vient pas. D'accord. Alors que là, ça pousserait sur mon index avec une difficulté, donc difficulté à droite. Et assez paradoxalement, parfois vous vous plantez parce que comme vous avez l'impression que ça va loin, vous dites que ça va mieux. Mais en fait, c'est tout le chien qui plie et non pas l'espace là. D'accord? Donc attention à ça. Ça justifie parfois les erreurs complètement inverses que vous faites dans les conclusions. Alors, pour revenir sur la partie postérieure, il nous reste à voir une technique que je ne vous ai pas montrée du coup, que j'ai fait sur le bergement tout à l'heure, une technique de ventralisation de l'iliaque qui est comparable à la technique classique, mais qui se fait en prenant ce que Francis Lison appelait la clé de catch postérieure.
C'est votre avant-bras qui maintient l'extension du membre et l'adduction contre vous. Cette main-là, là, le chien, il a pile poil à la taille. Cette main-là, elle sert à contrôler ce qui se passe sur l'iliaque. Il faut toujours maintenir l'adduction, hein. D'accord, pas partir comme ça, sinon... Ad. Ouais. Cette main-là, elle va venir comme ça, et on va descendre avec la paume de la main pour ventraliser l'iliaque et pour maintenir ce mouvement-là. D'accord? C'est la même chose que ce que vous faites, mais avec une autre façon de passer les mains. Parfois, ça peut rendre service. Donc en fait, vous vous mettez du côté controlatéral à la lésion que vous voulez corriger, et vous passez vos mains par-dessus. D'accord? Ensuite, en ce qui concerne le membre, il y a 2 ou 3 petits trucs que je ne fais pas exactement comme Raph. La décoaptation de l'articulation coxo-fémorale. Donc, j'ai appris ce matin parce que je ne savais pas qu'il faisait comme ça, là, je crois. Donc moi, je ne maintiens pas le bassin. Bon, c'est la même chose. Je ne maintiens pas le bassin. Je vais mettre une main à la racine du membre, une main à plat là, et je vais faire mon mouvement de décoaptation en suivant toujours pareil, avec mon écoute faciale, en suivant le côté vers lequel ma tête de fémur va. Soit en ab, soit en rotation externe, soit en rotation interne. D'accord? Donc plutôt vers l'avant ou plutôt vers l'arrière. Et je vais décoapter ma tête de fémur. Je pars du principe, peut-être erroné, j'essaierai, je dis que j'essaierai maintenant de faire comme ça. Du principe peut-être erroné, que le rapport poids-puissance, j'allais dire, entre la force que je mets sur le ligament et l'immobilisation du chien, qui de toute façon est en appui sur le gauche plus que sur le droit, je ne trouve pas utile de rajouter un frein, mais peut-être je vais le faire pour voir. D'accord ? Donc la technique est la même. Ensuite, le grasset. Le grasset, je fais mes tests généraux, mais je fais systématiquement, quand je trouve un grasset en lésion, les tests MRP de toutes les structures. Ligament collatéral, médial latéral, ligament interméniscal, ménisque, médial latéral, ligament croisé antérieur postérieur. Bah oui, mais ça va très vite. Hein. Et est-ce que va très vite. tu un ménisque fracturé, Oui. tu peux suspecter ou... Oui, tu suspectes. Alors, on suspecte le ménisque quand il est fracturé ou plié, parce qu'on a vraiment un MRP sur ce ménisque-là qui est très court et saccadé, voire arrêté. Quand il est simplement verrouillé, on a les ménisques qui font ce mouvement-là en MRP. Hein. D'accord? Toc, toc. On avait un ce matin, il allait médial et pas latéral. Médial et très peu latéral. C'est souvent le cas d'ailleurs. Ça va avec une torsion, en général vous avez une rotation, adduction, c'est bon. Ceci dit, le MRP ne permet pas de donner des paramètres biomécaniques dans les 3 points de l'espace. Hein. C'est comme les vertèbres, ne faites pas ça, parce que sinon le cran là-bas, il va vous faire des gros yeux. Moi aussi. Donc, si vous voulez, je mixe mon test biomécanique et mon test MRP pour aller compléter ma manipulation par une manipulation MRP de mes structures. D'accord? Tu vas pas avoir ton pote. Donc, dans les croisés, le ligament croisé antérieur, ça sert médialement. D'accord? Un endroit particulier qui est très souvent en relation avec les ménisques, et cette fois-ci avec le ménisque latéral, parfois le médial, mais d'abord le latéral parce qu'il est relié par les ligaments, il s'attache au ménisque par un petit ligament, c'est la tête de fibula. Tête de fibula, vous avez l'anatomie sur les bouquins. Tête de fibula. Donc moi je teste systématiquement les têtes de péroné dès lors que j'ai un grasset qui me gêne ou un membre postérieur qui est en torsion. Je vais prendre une main pour soutenir le genou et prendre entre le pouce et l'index ma tête de fibula. Et pareil à la tête distale, qu'on sent très bien bouger là. D'accord? Là quand je fais ça, je sens que ça bouge sous mon doigt. Crânialement. D'accord? Donc là elle n'est pas bloquée. Ok? Si elle est bloquée, on va avoir un mouvement, en général le mouvement est plutôt codato-crânial, et donc s'il est vraiment verrouillé, je vais le déverrouiller avec une petite pichenette, toc, comme ça sur la tête de fibula, je fais comme ça, éventuellement je fais dans le sens, c'est vibratoire en essayant de faire bouger cette tête de fibula. Parfois elle est verrouillée là, ça arrive, quand il y a un tarse de verrouillé, souvent avec un calcaneus. D'accord?
Alors rappelez, le calcanéus, il est plutôt latéral, alors que le talus, il est plutôt central, voire médial. Hein, le calcanéus, il est plutôt le prolongement de la tête de fibula, alors que le talus, il est exactement sous le tibia, et il sert de rotation comme ça, flexion-extension du tarse. Donc ils n'ont pas du tout le même rôle. Donc c'est logique que le calcanéus soit plutôt en relation avec le péroné, puisque la fibula sert de contrôle de la rotation, d'accord, de la jambe, alors que le talus, c'est vraiment mécaniquement que la transmission de la flexion-extension. Hein, c'est une poulie. D'accord? Pour la petite histoire, celui-là est associé à la vésicule biliaire, le talus, il est associé avec le tibia à l'estomac, à la terre. Hein. D'accord? Le bracelet, c'est souvent aussi estomac, non? Le bracelet, c'est souvent estomac. Ici, vous avez le point 36 estomac, qui est un point majeur, hein, qu'on complique assez souvent. Donc alors, tête de fibula, pichenette, en haut ou en bas. Le tarse, je teste mon tarse à 3 niveaux, également comme je vous ai montré pour le carpe. Articulation tibio-tarsienne, articulation tarso 1, tarso 2 et articulation tarso-métatarsienne. Dans ce cas-là, je vais mettre mon tarse en extension, je verrouille mon calcanéus et je bouge dans les 3 directions de l'espace la partie qu'on peut tester néanmoins seul, le membre à 90 degrés, et on va tester comme ça, le calcanéus dans les 3 plans de l'espace. Parfois il est bloqué, comme le cheval d'ailleurs, et parfois, si on a besoin, on prend une pichenette comme ça ou comme ça pour le débloquer. Vraiment, c'est pour les citer, parce que ça ne présente pas techniquement une grosse difficulté. La difficulté, c'est de trouver quand ils sont coincés. Le traitement. Et pour les doigts, je fais mes déroulés faciaux. Après, à la demande, si vraiment j'ai un gros doigt, si j'ai des lésions, bon, après, c'est chaque articulation, je vais l'amener dans les. Si j'ai ça arrive de temps en temps, hein, les chiens qui se débattent quand on coupe les griffes. Tiens, d'ailleurs, on a oublié de les faire avant-hier. Le chien qui se débat quand on coupe les griffes, le chien qui se prend les pattes dans une ficelle, etc. Donc on va traiter l'articulation phalangienne suivant les règles pures de la mécanique. Hein. On va dans le plan direct ou indirect quand on a déterminé comment elles sont bloquées. Mais ça reste anecdotique. Donc, oui, vas-y, Julien. Traitement du grasset, tu l'as donné. Traitement du grasset, oui, j'ai mes paramètres lésionnels, comme vous avez appris, et je complète après, ou je fais avant, en MRP, pour faciliter l'accès à mes paramètres lésionnels. Parfois, j'ai pas besoin de le rappeler. Ça libère. D'accord? Et moi, j'ai entendu parler que les chiens d'agility avaient souvent l'arthrose des doigts. Oui, c'est comme les chiens de course, comme les lévriers, parce qu'ils ont des appuis latéraux. Le chien de course, il tourne toujours corde à gauche, et donc il court comme ça, en fait. Et le chien d'agility, c'est ça. C'est ça, une spéciale. Je fais en général, il y a quand même une chaîne faciale. Donc c'est plutôt un déroulé facial qui va l'amener ou latéral ou médial, alors plutôt devant, vers une structure style sternum, médiastin, etc. Et voilà. Donc c'est plutôt un traitement général.